Bonjour à tous. Je m'appelle Claire Morel, j'ai aujourd'hui 78 ans, et ce que je vais vous raconter est une vérité si lourde qu'elle m'a pesé pendant des décennies, comme une pierre attachée à mon cœur. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit j'aime à cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, et surtout, à me dire en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos mots, votre présence, même à travers un écran, me donnent la force de partager ce qui m'a brisée, puis reconstruite. Je suis née en 1947, dans un village niché au creux des collines de Provence, un endroit où le vent portait l'odeur des lavandes et où les jours semblaient suspendus dans une lumière dorée. J'étais la cadette d'une famille de 3 enfants, élevée par un père ouvrier agricole et une mère qui vendait des légumes au marché. Nous n'avions pas grand-chose, mais la table était toujours garnie, les rires toujours présents. Petite, j'aimais courir dans les champs, tresser des couronnes de fleurs, rêver d'un monde plus grand. Je voulais devenir infirmière, soigner les âmes et les corps, apporter un peu de douceur là où il y avait de la douleur. Mais la vie, elle, avait d'autres plans pour moi. À 19 ans, j'ai rencontré Paul. Il était grand, avec des yeux sombres qui semblaient voir à travers vous, et une voix grave qui imposait le respect. Il venait d'un village voisin, travaillait comme charpentier, et tout le monde le disait honnête, sérieux, un homme sur qui on pouvait compter. Mes parents l'aimaient. Mes amis l'enviaient. Et moi, naïve, éblouie par ses promesses d'une vie stable, je suis tombée amoureuse. Nous nous sommes mariés en 1966, sous un ciel d'été éclatant, avec des guirlandes de roses et les cloches de l'église qui sonnaient à toute volée. J'avais 20 ans, et je croyais que le bonheur était à portée de main. Mais le bonheur, c'est fragile. Ça se fissure sans prévenir. Les premiers mois, Paul était attentionné. Il me parlait de ses rêves, d'une maison avec un jardin, d'enfants qui couraient autour de nous. Mais peu à peu, son regard a changé. Il devenait distant, irritable. Il rentrait tard, sentait l'alcool, et ses mots doux se sont transformés en reproches. La première fois qu'il m'a frappée, c'était en 1967. J'avais brûlé le ragoût, une bêtise, une erreur de débutante. Sa main s'est abattue sur ma joue, si vite que j'ai cru avoir rêvé. Il s'est excusé le lendemain, des fleurs à la main, des larmes dans les yeux. Et moi, j'ai pardonné. Parce qu'on m'avait appris qu'une femme doit pardonner, qu'une épouse doit tenir bon. Les années ont passé, et les coups sont devenus une habitude. Une gifle pour un plat mal assaisonné. Un cri pour une chemise mal repassée. Une poussée brutale pour un regard qu'il jugeait insolent. Je me taisais. Je cachais les bleus sous des manches longues, même en plein été. Je souriais aux voisins, aux commerçants, à ma famille. Personne ne savait. Ou peut-être que personne ne voulait savoir. Dans notre village, les murs étaient épais, les silences plus épais encore. En 1970, j'ai donné naissance à notre fille, Élise. Elle était mon soleil, ma raison de respirer. Mais même elle ne pouvait arrêter la tempête. Paul buvait de plus en plus. Il perdait des chantiers, accumulait les dettes. Et moi, je devenais son ombre, une silhouette qui marchait sur des œufs, évitant les mots, les gestes, tout ce qui pouvait déclencher sa colère. Je me disais que si je faisais tout bien, si j'étais parfaite, il redeviendrait l'homme que j'avais épousé. Mais cet homme-là n'existait plus. Peut-être n'avait-il jamais existé. Le jour où tout a basculé, c'était en mars 1972. J'avais 25 ans, Élise en avait 2. Paul était rentré plus tôt, les yeux injectés de sang, une bouteille à la main. Il hurlait des choses incohérentes, parlait d'un client qui l'avait humilié, d'une vie qui ne valait rien. J'ai essayé de l'ignorer, de bercer Élise pour qu'elle ne pleure pas. Mais ce soir-là, il n'y avait rien pour calmer sa rage. Il m'a attrapé par le bras, si fort que j'ai senti mes os craquer. Il m'a traîné jusqu'à la cave, une pièce sombre et humide sous la maison, où l'on stockait le vin et les vieux outils. Il m'a poussé à l'intérieur, et la porte s'est refermée avec un claquement qui résonne encore dans mes cauchemars. La cave était froide, sans lumière, sauf un mince filet qui passait sous la porte. J'ai frappé, crié, supplié. Rien. Paul a remonté les escaliers, et le silence est tombé, lourd comme une tombe. J'ai entendu Élise pleurer à l'étage, puis plus rien. Cette nuit-là, je me suis recroquevillée sur le sol en béton, tremblante, terrifiée, pensant que c'était une punition, qu'il me laisserait sortir au matin. Mais le matin est venu, et la porte est restée close. Les jours ont passé. Paul ne m'a pas libérée. Il descendait parfois, me jetait un morceau de pain, un pichet d'eau, comme on nourrit un animal. Il ne parlait pas. Ses yeux étaient vides, froids, comme si j'étais devenue une chose, pas une femme, pas son épouse. J'ai essayé de résister, de gratter la porte, de crier jusqu'à ce que ma voix s'éteigne. Mais personne ne venait. Les voisins étaient trop loin.
Ma famille croyait que j'étais partie en voyage, une excuse que Paul avait dû inventer. Et Élise, ma petite Élise. Je l'entendais parfois, ses pleurs faibles à travers le plancher, et chaque son me déchirait le cœur. La cave est devenue ma prison. Les murs suintaient d'humidité. L'odeur de moisi s'infiltrait dans mes vêtements, dans ma peau. Il n'y avait ni lit, ni chaise, juste un vieux matelas taché que Paul avait jeté un jour. Le temps s'étirait, insupportable. Je comptais les jours en rayant le mur avec un clou rouillé. 1 semaine. 1 mois. Puis j'ai arrêté de compter. Parce que l'espoir, c'est dangereux. Ça vous tient en vie, mais ça vous brise aussi. Je pensais à Élise. À son sourire, à ses petites mains qui s'agrippaient à moi. Je me demandais si elle me cherchait, si elle comprenait pourquoi sa mère avait disparu. Cette pensée était un couteau, mais c'était aussi ma lumière. Je me jurais de survivre, pour elle, pour la revoir, pour la serrer contre moi. Mais les mois se sont transformés en années, et la lumière s'est affaiblie. Paul me gardait là, comme un secret honteux, une tâche qu'il fallait cacher. Et moi, je disparaissais, un peu plus chaque jour, dans l'obscurité de cette cave. Dans cette cave, le temps n'était plus une ligne droite. Il s'enroulait sur lui-même, comme un serpent qui avale sa propre queue. Les heures, les jours, les semaines se fondaient dans une brume épaisse où seul le froid restait constant. Mes doigts, engourdis par l'humidité, caressaient les murs rugueux, cherchant une encre, un signe que le monde au-dessus existait encore. Parfois, j'entendais des pas, le craquement du plancher, le murmure d'une voix, celle de Paul, basse et rauque, ou celle d'Élise, si petite, si fragile, qui appelait « maman » dans un sanglot. Chaque fois, c'était un coup de poignard. Mais c'était aussi la preuve que j'étais encore vivante, que mon cœur battait, malgré tout. Je m'appelle Claire Morel, et si vous m'écoutez, je vous demande encore une fois de mettre un petit j'aime, de vous abonner à cette chaîne, et de me dire en commentaire d'où vous m'entendez, dans quelle région de France mes mots trouvent écho. Vos pensées, vos mots, même brefs, sont comme des cailloux blancs sur un chemin sombre. Ils me guident, ils me rappellent que je ne suis pas seule. Dans la cave, je n'avais rien. Pas de lumière, sauf ce filet grisâtre qui glissait sous la porte à l'aube. Pas de chaleur, sauf celle de mon propre souffle, que je gardais près de mes mains pour les réchauffer. Paul descendait 1 fois par jour, parfois moins. Il posait un quignon de pain, un bol d'eau trouble, parfois une pomme à moitié pourrie. Il ne me regardait pas. Ses yeux glissaient sur moi comme si j'étais un meuble, une chose oubliée. Une fois, il a marmonné quelque chose sur Élise, qu'elle allait bien, qu'elle ne posait pas de questions. J'ai voulu crier, lui demander de me laisser la voir, mais ma voix s'est brisée, et il était déjà parti, la porte claquant derrière lui. Je me suis mise à parler au mur. Pas fort, pas vraiment. Juste un murmure, pour entendre ma propre voix, pour ne pas l'oublier. Je racontais des histoires à Élise, comme si elle était là, blottie contre moi. Je lui parlais des champs de lavande où je courais enfant, des étoiles qu'on voyait la nuit, si claires qu'on aurait pu les toucher. Je lui promettais qu'un jour, je l'emmènerais voir la mer, sentir le sel sur sa peau, écouter les vagues chanter. Ces histoires, c'était ma corde, mon fil d'Ariane. Elle me tenait hors de l'abîme. Le froid était le pire. Il s'infiltrait partout, dans mes os, dans mes pensées. Mes vêtements, une vieille robe et un gilet déchiré, ne suffisaient pas. J'ai commencé à déchirer le matelas pour enrouler des bouts de tissu autour de mes pieds. J'ai trouvé un vieux clou, rouillé mes pointus, et je l'ai utilisé pour graver des marques sur le mur. Une pour chaque jour, ou du moins ce que je pensais être un jour. Quand j'ai atteint 100 marques, j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de colère. Juste d'épuisement. 100 jours, et j'étais toujours là, dans ce trou, oublié du monde. Mais l'esprit humain, il est étrange. Il s'accroche, même quand tout semble perdu. Je me suis mise à organiser ma journée, comme si j'avais encore une vie. Le matin, je faisais des mouvements, des étirements, pour garder mes muscles vivants. Je marchais en rond, traînant mes pieds sur le sol glacé, comptant mes pas jusqu'à ce que mes jambes tremblent. L'après-midi, je triais les miettes de pain, les gardant pour les moments où la faim devenait insupportable. La nuit, je m'allongeais sur le matelas et je chantais, tout bas, des chansons de mon enfance. À la Clairefontaine, le temps des cerises. Ma voix était faible, cassée, mais elle était à moi. Et tant que je pouvais chanter, je n'étais pas finie. Un jour, ou peut-être une nuit, j'ai entendu un bruit différent. Un grattement, léger, près de la porte. J'ai cru à un rat, et mon cœur s'est serré. Pas de peur, mais de honte, de me voir réduite à partager ma prison avec des bêtes. Mais le bruit a continué, plus régulier, presque humain. Je me suis approchée, rampant sur le sol, et j'ai collé mon oreille contre le bois. C'était Élise.
Sa petite voix, étouffée, murmurait « Maman, t'es là ?» J'ai cru que mon cœur allait exploser. J'ai murmuré en retour « Oui, ma chérie, je suis là. » J'ai entendu son souffle, rapide, excité. Elle a dit « Papa dit que t'es malade, mais je veux te voir. » J'ai ravalé mes larmes. Bientôt, mon ange. Bientôt. Mais elle était déjà partie, ses pas s'éloignant, légers comme ceux d'un oiseau. Ce moment, c'était tout. Une lumière dans le noir. Élise savait que j'existais encore. Elle ne m'avait pas oubliée. Cela m'a donné une force nouvelle, une rage douce mais tenace. Je me suis juré de sortir, pour elle, pour nous. J'ai commencé à explorer la cave, à tâtons, dans l'obscurité. Les murs étaient en pierre, solides, mais il y avait une vieille grille d'aération, à peine visible, près du plafond. Elle était trop haute, trop petite, mais elle laissait passer un souffle d'air frais, un parfum de lavande lointain. Chaque jour, je m'asseyais dessous, respirant cet air comme un élixir, imaginant les champs au-dessus, le soleil, la liberté. Paul, lui, devenait plus imprévisible. Parfois, il ne venait pas pendant 2 jours. La faim me tordait l'estomac, et l'eau manquait. D'autres fois, il descendait, ivre, et parlait, un flot de mots amers. Il disait que j'étais sa ruine, que tout était ma faute. Je ne répondais pas. J'avais appris que le silence était ma meilleure arme. Mais une nuit, il a fait quelque chose de nouveau. Il a apporté une chaîne, un vieux cadenas rouillé. Il l'a passée autour de mon poignet, l'a fixée à un tuyau dans le mur. Comme ça, t'iras nulle part, a-t-il grogné. Et il est parti. Le métal mordait ma peau, mais pire encore, il mordait mon âme. J'étais un animal, enchaîné, oublié. Pourtant, même enchaîné, je refusais de me rendre. Je me racontais que j'étais plus forte que le fer, plus grande que cette cave. Chaque matin, je tirais sur la chaîne, testant sa solidité, cherchant une faiblesse. Chaque nuit, je rêvais d'Élise, de ses cheveux blonds, de son rire. Et chaque jour, je survivais, un peu plus, un peu mieux, parce que je savais qu'un jour, je sortirais. Pas pour Paul, pas pour le village, mais pour moi. Pour la femme que j'étais encore, quelque part, sous la crasse et la peur. Bonjour à tous. Je m'appelle Claire Morel, et si vous êtes encore là, à écouter mes mots, je vous remercie du fond du cœur. Chaque fois que je partage cette histoire, c'est comme si je reprenais une pierre du mur qui m'a emprisonnée et que je la posais ailleurs, pour construire autre chose, quelque chose de plus lumineux. Si vous le voulez bien, mettez un petit j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et dites-moi en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos voix, même silencieuses, sont comme des cailloux blancs sur un chemin sombre. Ils me guident, ils me rappellent que je ne suis pas seule. Dans la cave, les jours se fondaient dans une nuit sans fin. La chaîne à mon poignet était devenue une extension de moi, un rappel cruel de ce que Paul avait fait de notre mariage, de notre amour. Le métal était froid, rugueux, et chaque mouvement tirait sur ma peau, laissant des marques rouges qui ne guérissaient jamais tout à fait. Mais je refusais de laisser cette chaîne définir qui j'étais. Je m'appelais Claire. J'étais une mère, une femme, une rêveuse, même si le monde au-dessus avait oublié mon nom. La faim était une compagne constante. Paul descendait moins souvent, parfois une fois tous les 3 jours. Il jetait du pain rassis, un oignon flétri, un bout de fromage dur comme du bois. J'ai appris à rationner, à cacher des miettes dans les plis de ma robe, à les manger une à une quand la douleur dans mon ventre devenait insupportable. L'eau, elle, était rare. Il laissait un seau, parfois à moitié rempli, et je devais choisir entre boire et me laver. La plupart du temps, je buvais. La crasse sur ma peau, je pouvais l'ignorer. La soif, non. Mais il y avait Élise. Ma petite Élise, ma lumière. Parfois, j'entendais ses pas légers au-dessus, ses rires, ses chansons maladroites. Elle devait avoir 3 ans, puis 4, puis 5. Je l'imaginais grandir, ses boucles blondes s'allongeant, ses yeux curieux explorant le monde. Je me demandais ce que Paul lui racontait. Lui disait-il que j'étais morte? Partie? Malade? Chaque fois que j'entendais sa voix, je collais mon oreille au plancher, retenant mon souffle, espérant capter un mot, un signe. Une fois, elle a glissé un dessin sous la porte, un gribouillage coloré, un soleil, une maison, une silhouette qui devait être moi. J'ai pleuré en le tenant, mes doigts tremblants caressant les traits maladroits. Ce dessin, je l'ai caché sous le matelas, avec le dessin d'Élise. Je ne savais pas encore à quoi il servirait, mais il était à moi, une arme, un espoir. J'ai commencé à parler à Élise, même si elle ne m'entendait pas. Je lui racontais des histoires, comme avant, quand je la berçais dans mes bras. Je lui parlais de ma grand-mère,
qui tressait des paniers en osier et chantait des chansons provençales. Je lui décrivais la mer, que je n'avais vue qu'une fois, enfant, mais dont le souvenir restait vif, l'écume blanche, le grondement des vagues, la promesse d'un ailleurs. Ces histoires, c'était ma façon de rester sa mère, même à travers les murs. C'était ma façon de rester humaine. La cave elle-même devenait une sorte de miroir. Dans l'obscurité, je voyais mes pensées se refléter sur les murs humides. J'y voyais mes peurs, celle de mourir ici, oubliée, celle qu'Élise grandisse en me haïssant, en croyant que je l'avais abandonnée. Mais j'y voyais aussi mes forces. J'étais encore là. Après des mois, des années peut-être, j'étais encore là. Je respirais. Je pensais. Je rêvais. Et tant que je rêvais, Paul n'avait pas gagné. J'ai commencé à chercher des moyens de m'échapper. La grille d'aération, là-haut, près du plafond, était ma seule fenêtre sur le monde. Elle était trop petite pour que je m'y glisse, mais elle laissait passer des sons, le chant des oiseaux, le murmure du vent, parfois des voix lointaines. Je passais des heures à l'observer, à tendre la main, même si la chaîne me retenait. Un jour, j'ai trouvé un éclat de verre, un tesson oublié dans un coin. Il était petit, émoussé, mais c'était quelque chose. Je l'ai caché sous le matelas, avec le dessin d'Élise. Je ne savais pas encore à quoi il servirait, buit wasmine, a weapon, a hope. The chain, it was my greatest enemy. It was fixed to a rusty pipe, sealed into the wall. I spent nights pulling on it, scraping the metal with my nails, then with the glass shard. The pipe didn't give way, but it creaked sometimes, as if it were tiring. I told myself that if I persisted, it would eventually break. Each scratch on the metal was a victory, a silent cry, I'm not yours, Paul. You don't own me. The seasons changed, I could tell by the air coming through the grate. In summer, the scent of lavender was so strong it made me cry. In winter, the cold was so biting I shivered even under the scraps of the mattress. I started counting the seasons, not the days. It was easier. One summer. One winter. Then another. I stopped counting when I realized I might be 28 or 29. Time was slipping away, but not my will. One day, Paul came down with a blanket. An old, stained blanket, but thick. He threw it on the floor without a word. I wanted to ask why, but his gaze stopped me. He was different that day, more tired, older. I understood later that he was in trouble. Debts, perhaps, or suspicions in the village. He didn't talk much anymore, but his silences were heavy, as if he carried a secret bigger than me. That blanket was a luxury. I wrapped myself in it at night, imagining it was my mother's arms, or Elise. It smelled of dust, but also a bit of freedom, as if it came from a world where the air was free. I started to dream harder, to imagine a day when I would get out, when I would take Elise in my arms, when I would tell her everything, the truth, the pain, the love that had kept me alive. That dream was my flame, tiny but unquenchable. And as long as it burned, I was still Claire, not just a shadow chained in a cellar. Bonjour à tous. Je m'appelle Claire Morel, et si vous m'écoutez encore, sachez que vos oreilles, vos cœurs, sont comme des étoiles dans ma nuit. Cette histoire, c'est ma vérité, mon fardeau, mais aussi ma renaissance. Si vous le pouvez, mettez un petit j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et dites-moi en commentaire de quelle région de France vous m'entendez. Vos mots, vos pensées, sont des ponts entre mon passé et le monde d'aujourd'hui. Dans la cave, chaque jour était un combat pour ne pas disparaître. La chaîne à mon poignet pesait plus lourd que le fer. Elle portait le poids de la honte, de l'abandon, de l'oubli. Mais je m'accrochais à Élise, à son dessin, à ces petits pas que j'entendais parfois au-dessus. Ces moments, rares et précieux, étaient des fils d'or dans le tissu noir de ma vie. Une fois, elle a glissé une fleur sous la porte, une marguerite fanée, écrasée par ses petites mains. J'ai tenu cette fleur contre mon cœur, son parfum faible me rappelant les chants de mon enfance. Je l'ai gardée jusqu'à ce qu'elle se réduise en poussière, un autre trésor caché sous le matelas. Paul devenait plus erratique. Il descendait parfois en pleine nuit, titubant, une lampe à pétrole à la main. La lumière dansait sur les murs, révélant les marques que j'avais gravées, les traces de ma révolte silencieuse. Il parlait peu, mais quand il parlait, c'était pour se plaindre, du village, des voisins, d'Élise qui posait trop de questions. J'ai compris qu'elle grandissait, qu'elle commençait à douter des mensonges qui lui servaient. Cette pensée me terrifiait et me donnait espoir. Si Élise doutait, peut-être qu'un jour, elle chercherait la vérité. Peut-être qu'un jour, elle me trouverait. J'ai continué à travailler sur la chaîne. Le tesson de verre était émoussé,
mais je grattais le tuyau rouillé chaque nuit, quand j'étais sûr que Paul dormait. Le métal cédait peu à peu, des flocons de rouille tombant comme de la neige rouge. Je m'imaginais libre, courant dans les champs avec Élise, loin de cette maison, loin de Paul. Mais la liberté semblait si loin, comme un mirage. La grille d'aération, là-haut, était toujours là, moqueuse, trop haute, trop petite. Pourtant, je m'y accrochais. Je m'asseyais dessous, respirant l'air frais, écoutant les sons du dehors, un chien qui aboyait, le vent dans les oliviers, parfois une voix d'enfant qui n'était pas Élise. Un jour, j'ai entendu un bruit nouveau. Des voix, plusieurs, près de la maison. Des hommes, parlant fort, avec des éclats de rire. J'ai collé mon oreille à la grille, le cœur battant. C'étaient des amis de Paul, ou peut-être des créanciers. Ils parlaient d'argent, de dettes, de terres à vendre. J'ai cru entendre mon nom, murmuré comme une malédiction. Claire? Parti depuis longtemps, a dit Paul. Mon sang s'est glacé. Il avait effacé mon existence, comme si je n'avais jamais été sa femme, la mère d'Élise. Mais ces voix, elles m'ont rappelé qu'il y avait un monde dehors, un monde qui pouvait encore m'entendre, si seulement je pouvais crier assez fort. J'ai redoublé d'efforts sur le tuyau. Le tesson de verre s'effritait, mais je trouvais d'autres outils, un clou tordu, un éclat de pierre. Chaque nuit, je grattais, je tirais, je priais. Une fois, le tuyau a bougé, juste un peu, un craquement qui a résonné comme une promesse. J'ai pleuré de joie, seule dans le noir, mes doigts saignants mais mon cœur vivant. Je me suis mise à parler à la chaîne, comme à une vieille ennemie. Tu ne me garderas pas éternellement. Je suis plus forte que toi. C'était absurde, mais ça me donnait du courage. Les années passaient, je le sentais dans mon corps. Mes cheveux s'en mêlaient, longs et sales. Mes articulations craquaient, mes muscles s'atrophiaient. Mais mon esprit, lui, refusait de s'éteindre. Je chantais toujours, même si ma voix n'était plus qu'un souffle. Je racontais des histoires à Élise, imaginant qu'elle m'entendait. Je lui promettais qu'un jour, nous ferions des couronnes de lavande, que nous marcherions main dans la main sous un ciel d'été. Ces promesses, c'était ma révolte. Paul pouvait enchaîner mon corps, mais pas mes rêves. Un soir, j'ai entendu Élise plus clairement. Elle était près de la porte, murmurant. « Maman, je sais que t'es là. » Elle avait 6 ans, peut-être 7. Sa voix était plus assurée, mais tremblante. « Papa dit que t'es partie, mais je t'ai entendu chanter. » Mon cœur s'est brisé et s'est reconstruit en un instant. J'ai murmuré en retour, « Je suis là, mon ange. Je t'aime. » J'ai entendu un sanglot, puis ses pas s'éloigner. Ce moment m'a donné une force nouvelle. Élise savait. Elle savait que j'étais vivante. Et si elle savait, alors je devais continuer, pour elle, pour nous. Bonjour à tous. Je m'appelle Claire Morel, et si vous êtes toujours là, à écouter cette histoire qui pèse comme une pierre dans ma gorge, je vous remercie de tout mon cœur. Chaque mot que je partage est une brique que je retire du mur de silence qui m'a emprisonnée si longtemps. Si vous le voulez, mettez un petit j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et surtout, dites-moi en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos voix, vos pensées, même à travers un écran, sont comme des lucioles dans ma nuit, elles me rappellent que je ne suis plus seule. Dans la cave, le temps était un voleur. Il volait mes forces, mes souvenirs, ma jeunesse. Mais il ne pouvait pas voler Élise. Sa voix, ses murmures, ses petits gestes à travers la porte étaient des trésors que je gardais jalousement, comme des perles dans un écrin. Quand elle m'avait dit « Je sais que t'es là, maman », j'avais senti une flamme s'allumer en moi, plus forte que jamais. Elle savait. Ma petite fille, si jeune, si fragile, portait en elle une vérité que Paul ne pouvait effacer. Et cette vérité, c'était ma raison de vivre. Les visites d'Élise étaient rares, mais chacune était une étoile dans mon ciel noir. Elle venait quand Paul était absent, peut-être au travail ou au bistrot. Je l'entendais approcher, ses pas légers, hésitants, puis le frottement de ses petites mains contre la porte. Elle glissait des cadeaux sous le bois, une autre fleur fanée, un caillou lisse, un bout de ruban déchiré. Une fois, elle a poussé un morceau de pain, frais, encore tiède, volé sans doute à la cuisine. J'ai mangé ce pain lentement, savourant chaque miette, non pas pour apaiser ma faim, mais parce qu'il venait d'elle. Ses gestes, si simples, étaient des ponts entre nous, des fils invisibles qui me rattachaient au monde. Mais ces moments étaient dangereux. Si Paul l'avait surprise, je n'osais imaginer ce qu'il aurait fait. Je murmurais à Élise de faire attention, de ne pas rester longtemps, de ne pas parler de moi. « Je t'aime, ma chérie, mais sois prudente », disais-je, la voix tremblante. Elle répondait « Je veux te voir, maman. » Pourquoi t'es là-dedans ? Je ne pouvais pas lui dire la vérité,
pas encore. Je lui racontais des demi-mensonges, que j'étais malade, que papa prenait soin de moi, mais qu'un jour, je sortirais. Ces mots me brisaient, mais ils la protégeaient. Du moins, je l'espérais. Mon travail sur la chaîne continuait, nuit après nuit. Le tuyau rouillé était ma bataille, mon Everest. Le tesson de verre s'était émoussé, mais j'avais trouvé un autre outil, un éclat de métal, peut-être un morceau de clou ou d'outil abandonné. Je gratais, je tapais, je tirais. Le tuyau grinçait de plus en plus, et parfois, je sentais un léger jeu, comme s'il cédait un peu. Mes mains saignaient, mes ongles étaient cassés, buitch scratch on the metal was a victory. Italket to myself in the dark, like a madwoman. You're going to get out, Claire. You're going to get out. It was my prayer, my mantra. Paul, lui, semblait s'effondrer. Il descendait moins souvent, et quand il venait, il était hagard, les yeux creux, la barbe hirsute. Il marmonnait des choses sur l'argent, sur des hommes qui le cherchaient, sur le village qui posait trop de questions. Une fois, il a laissé tomber un journal, froissé, taché d'alcool. Je l'ai ramassé après son départ, lissant les pages avec mes doigts tremblants. Il datait de 1975, 3 ans, depuis qu'il m'avait enfermé. 3 ans. Le choc m'a coupé le souffle. J'avais 28 ans, et ma vie s'était arrêtée dans cette cave, tandis que le monde continuait sans moi. Le journal parlait d'un festival à Aix, de la récolte des olives, de la vie qui suivait son cours. J'ai pleuré en lisant, non pas de tristesse, mais de rage. Rage contre Paul, contre le monde, contre moi-même pour avoir cru, un jour, qu'il m'aimait. Mais cette rage était une force. Elle me poussait à gratter le tuyau, à rêver d'évasion, à imaginer un jour où je marcherais à nouveau sous le soleil, Élise à mes côtés. J'ai commencé à faire des plans, absurdes peut-être, mais nécessaires. La grille d'aération était toujours là, trop haute, trop petite, mais je m'imaginais l'atteindre. Je traînais le matelas sous la grille, essayant de grimper dessus, mais la chaîne me retenait, et mes jambes, affaiblies par des années d'immobilité, tremblaient sous mon poids. J'ai essayé de construire une sorte d'échelle avec des caisses pour y trouver dans un coin, mais elle s'effondrait sous moi. Chaque échec était une blessure, mais je refusais de m'arrêter. J'avais Élise. J'avais ma flamme. Un soir, Élise est revenue. Elle a glissé un crayon sous la porte, un petit crayon mâchonné, avec une feuille arrachée d'un cahier. « Écris-moi, maman », a-t-elle murmuré. J'ai pris le crayon, mes doigts tremblants, et j'ai écrit « Je t'aime, Élise. Je serai bientôt avec toi. » J'ai glissé la feuille en retour, espérant qu'elle la cacherait. Ce crayon, c'était une arme plus puissante que le tesson de verre. Avec lui, je pouvais parler, laisser une trace, dire au monde que j'existais encore. Je me suis mise à écrire sur tout ce que je trouvais, des bouts de journal, des morceaux de carton. J'écrivais pour Élise, pour moi, pour l'avenir. Je racontais notre maison d'avant, les chansons que je lui chantais, les rêves que j'avais pour elle. Ces mots, griffonnés dans le noir, étaient ma rébellion silencieuse. Paul pouvait enchaîner mon corps, mais pas mon esprit, pas mon amour. Les saisons continuaient de tourner. L'hiver 1975 était cruel, le froid mordant mes os à travers la couverture. Mais Élise, elle, était mon été. Ses visites, ses cadeaux, ses murmures me donnaient une force que je ne comprenais pas. J'étais une femme brisée, mais pas finie. Chaque jour, je grattais le tuyau. Chaque nuit, j'écrivais. Et chaque matin, je me réveillais avec une prière, pour Élise. Pour moi. Pour la liberté. Bonjour à tous. Je m'appelle Claire Morel, et si vous êtes encore là, à écouter ce récit qui me brûle les lèvres, je vous remercie du plus profond de mon âme. Chaque mot que je prononce est comme une porte que j'ouvre, une fissure dans le mur qui m'a retenu si longtemps. Si vous le voulez, mettez un petit j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et surtout, dites-moi en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos pensées, vos présences, même à travers un écran, sont des mains tendues qui me tirent hors de l'ombre. Dans la cave, j'avais appris à vivre avec le silence, mais pas à l'accepter. Il était épais, oppressant, comme une couverture humide qui étouffait tout espoir. Pourtant, Élise était ma brèche, mon souffle d'air frais. Ses visites, aussi rares et dangereuses fussent-elles, étaient des éclats de lumière. Chaque mot qu'elle murmurait, chaque petit cadeau glissé sous la porte, un caillou, une plume, un bout de tissu, était une preuve que le monde ne m'avait pas complètement oublié. Elle devait avoir 7 ans, peut-être 8, et sa voix devenait plus claire, plus curieuse. « Maman, pourquoi papa t'enferme » a-t-elle demandé un jour. J'ai senti mon cœur se serrer. Je ne pouvais pas lui dire la vérité brute, pas encore.
C'est compliqué, ma chérie, mais je t'aime, et je sortirai bientôt, ai-je murmuré, la gorge nouée. Je priais pour qu'elle me croie, pour qu'elle garde espoir. Ces échanges étaient notre secret, un fil fragile entre nous. Élise venait toujours quand Paul était absent, souvent au crépuscule, quand le village s'endormait. Elle tapait doucement sur la porte, un code que nous avions inventé, 3 petits coups, une pause, puis 2. J'attendais ce son comme on attend la pluie dans le désert. Une fois, elle a glissé une feuille avec un dessin plus détaillé. Une femme aux cheveux longs, un soleil immense, et une petite fille tenant sa main. C'est nous, maman, a-t-elle chuchoté. J'ai tracé les lignes du dessin avec mes doigts, dans le noir, jusqu'à ce que je les connaisse par cœur. Ce dessin, je l'ai ajouté à mon trésor sous le matelas, avec le crayon, les bouts de papier, la marguerite en poussière. Mon travail sur la chaîne ne s'arrêtait jamais. Le tuyau rouillé était devenu mon adversaire, mais aussi mon allié. Chaque nuit, je grattais avec l'éclat de métal, mes mains calleuses, mes doigts en sang. Le tuyau cédait peu à peu, un craquement, un léger tremblement. Une fois, il s'est décalé, juste assez pour que je sente le mur derrière frémir. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. J'ai tiré sur la chaîne, encore et encore, jusqu'à ce que mes bras tremblent d'épuisement. Ce n'était pas encore assez, mais c'était quelque chose. Une promesse. Une possibilité. Paul, lui, sombrait. Ses visites étaient rares, et quand il venait, il était un fantôme de lui-même. Ses cheveux grisonnaient, ses joues s'affaissaient, ses yeux étaient voilés par l'alcool et la fatigue. Il jetait du pain, parfois un fruit pourri, et repartait sans un mot. Une fois, il a laissé la porte entr'ouverte, juste un instant, et j'ai vu un éclat de lumière, la cuisine au-dessus, une chaise renversée. J'ai voulu crier, courir, mais la chaîne m'a retenu, et la porte s'est refermée. Ce moment m'a hanté. La liberté était si proche, et pourtant si loin. J'ai commencé à écrire plus, à graver mes pensées sur chaque bout de papier que je trouvais. Je racontais ma vie d'avant, les champs de lavande, les rires avec ma mère, les rêves d'être infirmière. J'écrivais pour Élise, pour qu'elle sache un jour qui j'étais, qui j'avais été avant la cave. Tu es ma lumière, Élise, écrivais-je. Ne laisse personne te dire que tu es moins que ça. Ces mots, c'était ma révolte, ma façon de dire au monde que j'existais encore, même enchaînée, même invisible. Un soir, quelque chose a changé. J'ai entendu des voix dehors, plus nombreuses, plus agitées. Pas les voix habituelles des amis de Paul ou des voisins lointains. C'étaient des voix d'hommes, graves, autoritaires. J'ai collé mon oreille à la grille d'aération, retenant mon souffle. Ils parlaient de Paul, de dettes, d'une maison qui sentait le secret. Mon cœur s'est accéléré. Quelqu'un doutait. Quelqu'un cherchait. J'ai voulu crier, taper sur les murs, mais la peur m'a arrêté. Si Paul l'apprenait, il pourrait faire pire. Il pourrait s'en prendre à Élise. Cette nuit-là, Élise est venue, plus tôt que d'habitude. Ses coups étaient précipités, sa voix tremblante. « Maman, il y a des gens chez nous. Ils posent des questions sur toi. » J'ai senti un frisson me parcourir. « Qu'est-ce qu'ils disent, ma chérie ?» ai-je murmuré. « Ils disent que papa ment, que t'es pas partie. » Elle a marqué une pause, puis ajouté, « Je leur ai dit que t'étais là, en bas. » Mon sang s'est glacé. Élise, ma courageuse Élise, avait parlé. Elle avait brisé le silence que Paul imposait. Mais avec ce courage venait le danger. « Cache-toi, ma chérie, ai-je dit, la voix brisée. Ne dis plus rien, pas encore. » Elle a promis, mais je sentais sa peur, aussi grande que la mienne. Ce moment a tout changé. Si Élise avait parlé, si des gens doutaient, alors la vérité approchait. J'ai redoublé mes efforts sur le tuyau. Je grattais jusqu'à ce que mes mains saignent, jusqu'à ce que mes bras refusent de bouger. Une nuit, le tuyau a cédé un peu plus, un craquement plus fort, un morceau de métal qui s'est détaché. J'ai tiré sur la chaîne, et pour la première fois, j'ai senti le mur trembler. Pas assez pour me libérer, mais assez pour me donner une certitude. Je sortirai. Pas pour Paul, pas pour le village, mais pour Élise, pour moi, pour la vie que je refusais d'abandonner. Les saisons tournaient encore. L'été 1976, je crois, apportait une chaleur étouffante, même dans la cave. L'air était lourd, mais il portait l'odeur des champs, un parfum qui me rappelait que le monde existait toujours. Je chantais pour Élise, pour moi, pour ce jour où je serais libre. Et chaque nuit, je grattais, je rêvais, je vivais. Parce que tant que j'avais Élise, tant que j'avais ma flamme, Paul ne pouvait pas gagner. Bonjour à tous. Je m'appelle Claire Morel,
et si vous êtes encore là, à écouter cette histoire qui me déchire et me reconstruit à la fois, je vous remercie du fond de mon cœur. Chaque mot que je partage est une pierre que je déplace, un pas de plus vers la lumière qui m'a si longtemps été refusée. Si vous le voulez, mettez un petit j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et surtout, dites-moi en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos présences, vos pensées, sont comme des vagues qui me portent, me rappelant que je ne suis plus cette ombre enfermée dans une cave. Dans cette prison de pierre, chaque jour était un défi à ma volonté. La chaîne à mon poignet était un rappel constant de la cruauté de Paul, mais aussi de ma propre force. Élise, ma petite fille, était ma boussole, mon étoile polaire. Ces mots, ces cadeaux glissés sous la porte, ces murmures tremblants me donnaient une raison de me lever, de respirer, de continuer. Elle devait avoir 8 ans, peut-être 9, et son courage grandissait avec elle. Quand elle m'avait dit qu'elle avait parlé aux gens du village, qu'elle avait révélé que j'étais là, en bas, j'avais senti une tempête en moi, un mélange de peur, d'espoir et d'une fierté immense pour ma fille. Elle était si jeune, mais elle portait une vérité que personne d'autre n'osait voir. Les voix dehors devenaient plus fréquentes. À travers la grille d'aération, j'entendais des bribes de conversation. Des hommes, des femmes, des voisins peut-être, qui parlaient de Paul, de sa maison, de ses silences. « Il cache quelque chose », disait une voix, rauque et méfiante. « Cette maison, elle sent le malheur », murmurait une autre. Mon cœur battait à tout rompre. Quelqu'un doutait. Quelqu'un cherchait. Mais avec cet espoir venait une terreur sourde. Paul était imprévisible, et s'il apprenait qu'Élise avait parlé, s'il sentait le village se rapprocher, il pourrait devenir plus cruel encore. Je priais en silence pour qu'Élise reste cachée, protégée, loin de sa colère. Mes efforts sur le tuyau rouillé ne faiblissaient pas. L'éclat de métal, usé mais fidèle, était mon arme. Chaque nuit, je grattais, je tapais, je tirais. Le tuyau cédait peu à peu, un craquement plus fort, un morceau de rouille qui tombait comme une plume. Une fois, le tuyau s'est tordu, juste assez pour que je sente le mur derrière frémir. J'ai tiré sur la chaîne avec toute ma force, mes bras tremblants, mes mains en sang. Le mur a tenu, mais le tuyau était plus lâche, comme un vieil arbre prêt à tomber. Ce moment m'a donné une rage nouvelle. Pas encore, Claire, me disais-je. Mais bientôt. Paul, lui, semblait sentir la pression. Il descendait rarement, et quand il venait, il était nerveux, agité. Une fois, il a jeté un seau d'eau sur le sol, criant que tout était fini. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, des dettes, une accusation, un scandale au village. Il ne me regardait plus, comme si j'étais devenue invisible, même pour lui. Mais cette invisibilité était une arme. S'il ne me voyait plus, il ne voyait pas ma détermination, ma révolte silencieuse. Je continuais d'écrire, sur des bouts de carton, des lambeaux de journal. Élise, ma lumière, un jour je serai libre. Un jour, nous serons ensemble. Ces mots, griffonnés dans le noir, étaient ma voix, ma preuve d'existence. Un soir, Élise est revenue, plus audacieuse que jamais. Elle a tapé notre code, 3 coups, une pause, 2, et a murmuré « Maman, il parle de toi au village. » Une dame a dit qu'elle te connaissait. Mon cœur s'est arrêté. Une dame ? Ma sœur, peut-être, ou une amie d'enfance. J'ai voulu poser des questions, mais Élise a continué, sa voix rapide, excitée. Elle a dit que papa mentait, qu'elle allait chercher. Puis, un bruit, des pas lourds, ceux de Paul. Élise a étouffé un cri et s'est tue. J'ai entendu la porte d'en haut claquer, puis le silence. J'ai tremblé, terrifiée pour elle, pour moi, pour cet espoir fragile qui grandissait. Ce moment a tout changé. Si quelqu'un au village cherchait, si quelqu'un doutait, alors la liberté n'était plus un rêve, mais une possibilité. J'ai redoublé mes efforts sur le tuyau. Je ne dormais presque plus, grattais jusqu'à l'aube, mes mains devenant des griffes, mes os criant de douleur. Une nuit, le tuyau a cédé un peu plus, un morceau s'est détaché, tombant sur le sol avec un bruit sourd. J'ai tiré sur la chaîne, et pour la première fois, le mur a bougé, une fissure minuscule, à peine visible dans la lumière faible de la grille. J'ai pleuré, non pas de douleur, mais d'une joie sauvage. C'était réel. J'étais proche. Les saisons tournaient, et l'hiver 1977, je crois, était impitoyable. Le froid mordait mes os, mais je m'enroulais dans la couverture, pensant à Élise, à la femme du village qui cherchait. J'imaginais ma sœur, Marie, ou peut-être une voisine, posant des questions, refusant les mensonges de Paul. Cette pensée me donnait une force que je ne comprenais pas. J'étais faible, maigre, brisée, mais mon esprit était un feu, inextinguible.
Je chantais pour Élise, pour moi, pour cette fissure dans le mur. À la claire fontaine, encore et encore, jusqu'à ce que ma voix s'éteigne. Un jour, j'ai entendu un bruit différent, un choc, comme du bois qui se brise, venant d'en haut. Puis des voix, fortes, urgentes. Pas celles de Paul ou de ses amis. C'étaient des hommes, peut-être des gendarmes, parlant de fouiller la maison. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il éclate. J'ai voulu crier, mais ma voix était trop faible. J'ai tapé sur le tuyau, sur le mur, avec mon éclat de métal, jusqu'à ce que mes mains saignent. « Je suis là » murmurai-je, espérant que quelqu'un m'entende. Les voix se sont tues, et le silence est revenu, plus lourd que jamais. Mais ce moment m'a donné une certitude, quelqu'un venait. La vérité approchait. Bonjour à tous. Je m'appelle Claire Morel, et si vous êtes encore là, à écouter cette histoire qui m'a brisée et m'a reconstruite, je vous remercie du plus profond de mon être. Chaque mot que je partage est une pierre arrachée à la prison de mon passé, un pas vers une lumière que je croyais perdue à jamais. Si vous le voulez, mettez un petit j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et surtout, dites-moi en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos pensées, vos présences, sont comme des vagues douces qui me portent hors de l'ombre. Dans la cave, chaque instant était un combat pour ne pas devenir une ombre moi-même. La chaîne à mon poignet, rouillée et cruelle, était un rappel constant de la prison que Paul avait construite autour de moi. Mais Élise, ma petite Élise, était ma fenêtre, ma lumière. Ses murmures, ses dessins, ses petits cadeaux glissés sous la porte étaient des preuves que l'amour pouvait survivre, même dans l'obscurité. Elle devait avoir 9 ans, peut-être 10, et son courage grandissait plus vite que son corps. Quand elle m'avait dit que des gens au village cherchaient, qu'une femme posait des questions sur moi, j'avais senti l'espoir et la peur se mêler en moi, comme deux courants d'une même rivière. La liberté était proche, mais le danger l'était tout autant. Les voix dehors étaient devenues plus fréquentes, plus pressantes. À travers la grille d'aération, j'entendais des bribes de conversation, des hommes en colère, des femmes chuchotant, des mots comme disparition, mensonge, maison maudite. Mon cœur battait à tout rompre. Quelqu'un savait. Quelqu'un cherchait. J'imaginais ma sœur Marie, ou peut-être une vieille amie, refusant les histoires de Paul, creusant pour trouver la vérité. Mais Paul, lui, devenait plus nerveux. Il descendait à peine, et quand il venait, il était comme un animal traqué, les yeux fous, les mains tremblantes. Une fois, il a renversé le seau d'eau, criant des insultes incohérentes avant de remonter en claquant la porte. J'ai compris qu'il perdait pied, que le village resserrait son étau. Mon travail sur le tuyau rouillé était devenu une obsession. L'éclat de métal, usé jusqu'à être presque inutile, était mon seul allié. Je grattais, je tapais, je tirais, nuit après nuit, jusqu'à ce que mes mains soient des plaies ouvertes. Le tuyau cédait, lentement, comme un vieil ennemi qui s'épuise. Une nuit, un morceau s'est détaché, tombant sur le sol avec un bruit qui résonna comme un coup de tonnerre. J'ai tiré sur la chaîne, et le mur a tremblé, une fissure plus large s'ouvrant dans la pierre. Ce n'était pas assez pour me libérer, mais c'était assez pour me donner une vision. La liberté n'était plus un rêve, mais une réalité que je pouvais toucher. Élise continuait de venir, plus audacieuse, plus déterminée. Une soir, elle a glissé un mot sous la porte, écrit de sa main maladroite, « Maman, je vais t'aider ». Mon cœur s'est arrêté. Elle était si jeune, si vulnérable, mais elle portait en elle une force que je reconnaissais, ma force, celle d'une mère qui refuse de plier. J'ai écrit en retour, sur un bout de carton, mes doigts tremblants, « Sois prudente, ma chérie. Ne dis rien à papa ». Je priais pour qu'elle cache ces mots, pour que Paul ne les trouve jamais. Mais je savais qu'elle prenait des risques, qu'elle marchait sur une corde raide, tout comme moi. Un jour, tout a changé. J'ai entendu des bruits, plus forts, plus urgents. Des pas lourds, des voix d'hommes, des coups contre la porte d'en haut. « Ouvre, Paul !» criait une voix, grave et autoritaire. Mon sang s'est glacé. Étaient-ce des gendarmes? Des voisins? J'ai tapé sur le tuyau, sur le mur, avec toute la force qu'il me restait, espérant qu'ils m'entendent. « Je suis là » murmurai-je, ma voix rauque, à peine audible. Mais la porte de la cave est restée close, et les voix se sont éloignées. Le silence qui a suivi était plus lourd que jamais. J'ai pleuré, de rage, de peur, d'espoir brisé. Mais je n'ai pas abandonné. Cette nuit-là, Élise est revenue. Ses coups étaient précipités, sa voix tremblante. « Maman, ils sont venus aujourd'hui. Ils ont parlé à papa. » Il était en colère. Elle a marqué une pause, puis ajouté, « J'ai dit à la dame que t'étais en bas. » Elle m'a cru. Mon cœur s'est envolé et s'est brisé en même temps. Élise, ma courageuse Élise, avait parlé,
encore. Elle risquait tout pour moi. Cache-toi, ma chérie, ai-je murmuré. Ne reviens pas tant que c'est dangereux. Mais elle a répondu, je reviendrai, maman. Je te promets. Ce moment m'a donné une force nouvelle. Si Élise croyait en moi, si une femme au village croyait en elle, alors je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai attaqué le tuyau avec une rage que je ne connaissais pas. Le métal cédait, morceau par morceau, la fissure dans le mur s'élargissant. Une nuit, le tuyau s'est brisé, un craquement sec, libérateur. La chaîne était toujours là, mais elle n'était plus fixée au mur. Je pouvais bouger, pour la première fois en des années. J'ai rampé jusqu'à la porte, tirant la chaîne derrière moi, mes jambes faibles tremblant sous l'effort. J'ai tapé, crié, jusqu'à ce que ma voix s'éteigne. Personne n'est venu, mais j'étais plus proche de la liberté que jamais. Les saisons tournaient, et l'été 1978, je crois, apportait une chaleur lourde, même dans la cave. Mais cette chaleur était différente. Elle portait l'odeur de la liberté, des champs, de la vie. J'écrivais encore, pour Élise, pour moi, pour ce jour où je serais libre. Et chaque nuit, je tapais sur la porte, je grattais le mur, je murmurais à la grille d'aération. Parce que tant qu'il y avait Élise, tant qu'il y avait une fissure dans le mur, Paul ne pouvait pas gagner. Bonjour à tous. Je m'appelle Claire Morel, et si vous êtes encore là, à écouter cette histoire qui m'a brisée et m'a rendue entière à nouveau, je vous remercie du fond de mon âme. Chaque mot que je partage est une marche gravie hors de l'obscurité, un cri que je lance au monde pour dire « J'existe, j'ai survécu ». Si vous le voulez, mettez un petit j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et surtout, dites-moi en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos pensées, vos présences, sont comme des étoiles qui brillent dans la nuit de mon passé, me guidant vers la paix. Dans la cave, chaque jour était un pari contre le désespoir. La chaîne, désormais détachée du tuyau, traînait derrière moi comme un spectre, un rappel de ce que j'avais enduré. Mais le mur fissuré, la porte que je pouvais presque atteindre, étaient des promesses. Élise, ma lumière, était ma force. Ses visites, ses mots, ses petits cadeaux, un ruban, un caillou, un dessin, étaient des ponts vers la liberté. Elle devait avoir 10 ans, peut-être 11, et son courage était une flamme plus vive que la mienne. Quand elle m'avait dit que la femme du village, celle qui cherchait, croyait en elle, j'avais senti l'espoir devenir quelque chose de tangible, comme un fil que je pouvais saisir. Les voix dehors étaient maintenant un chœur. À travers la grille d'aération, j'entendais des éclats de colère, des questions pressantes. « Où est Claire ?» demandait une voix de femme, peut-être ma sœur Marie. « Paul, ouvre cette porte. » ordonnait un homme, peut-être un gendarme. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il éclate. Ils étaient là, si proches, et pourtant la porte de la cave restait close, un mur entre moi et le monde. J'ai tapé sur la porte, sur les murs, avec l'éclat de métal, avec mes mains, jusqu'à ce que mes jointures saignent. « Je suis là !» criai-je, ma voix rauque, à peine un souffle. Mais le silence revenait toujours, lourd, cruel. Paul était un fantôme. Il ne descendait presque plus, et quand il venait, il était hagard, les yeux fous, comme un homme qui sait que son temps est compté. Une fois, il a jeté un quignon de pain et a murmuré « Ils vont venir. » Ils savent. Il n'a pas précisé qui, mais je l'ai compris. Le village, les gendarmes, peut-être ma famille. La vérité approchait, comme une tempête. J'ai gardé le silence, mais à l'intérieur, je hurlais de joie. S'ils savaient, alors j'étais déjà à moitié libre. Élise, elle, devenait plus audacieuse. Une nuit, elle est venue, ses coups précipités, sa voix tremblante mais déterminée. « Maman, la dame est revenue. » Elle a parlé aux gendarmes. Ils vont fouiller la maison. Mon cœur s'est envolé. « Sois prudente, ma chérie, ai-je murmuré. Cache-toi, ne dis rien à papa. » Mais elle a répondu, « Je veux t'aider, maman. Je vais ouvrir la porte. » J'ai senti la panique m'envahir. Non, Élise, c'est trop dangereux. Mais elle était déjà partie, ses pas s'éloignant comme un écho. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis traînée jusqu'à la porte, tirant la chaîne derrière moi, et j'ai tapé, gratté, crié jusqu'à ce que ma gorge brûle. Le mur fissuré était ma seule chance. J'ai pris l'éclat de métal et j'ai attaqué la pierre, là où la fissure était la plus large. Chaque coup était une prière, chaque éclat de pierre une victoire. Mes mains saignaient, mes bras tremblaient, mais je continuais. Puis, un bruit, un craquement, plus fort, plus proche. La porte a tremblé, comme si quelqu'un la poussait de l'autre côté. C'était Élise. J'ai entendu sa voix, faible, effrayée. « Maman, je suis là. » Puis un cliquetis,
le son d'une clé dans la serrure. Mon cœur s'est arrêté. Élise, ma courageuse Élise, avait trouvé une clé, peut-être volée dans les affaires de Paul. La porte s'est entr'ouverte, juste assez pour laisser passer un filet de lumière, aveuglant après tant d'années dans le noir. J'ai vu son visage, pâle, encadré de boucles blondes, ses yeux pleins de larmes et de détermination. « Maman » a-t-elle murmuré, et j'ai tendu la main, la chaîne cliquetant derrière moi. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir davantage, des pas lourds ont retenti. « Paul !» Sa voix, rauque, pleine de rage, a hurlé « Qu'est-ce que tu fais, Élise ?» J'ai crié « Cours, ma chérie !» Mais la porte s'est refermée, et j'ai entendu un bruit de lutte, un sanglot. Puis le silence, plus terrible que jamais. J'ai tapé sur la porte, hurlant jusqu'à ce que ma voix s'éteigne. Élise était partie, et j'étais seule à nouveau, mais la lumière, cette lumière, restait gravée dans mes yeux. Ce moment m'a donné une force sauvage. J'ai attaqué le mur avec une rage que je ne connaissais pas. L'éclat de métal s'émoussait, mais je grattais, je tapais, jusqu'à ce que la fissure s'élargisse. Un morceau de pierre s'est détaché, tombant sur le sol avec un bruit sourd. J'ai tiré sur la chaîne, et pour la première fois, j'ai senti la liberté à portée de main. Je ne pouvais pas attendre Paul, ni les gendarmes, ni même Élise. Je devais sortir, maintenant. L'aube est arrivée, je le sentais à l'air plus doux qui passait par la grille. Puis, un bruit, des pas, des voix, des coups contre la porte d'en haut. « Ouvre, Paul !» criait une voix d'homme. J'ai tapé sur la porte de la cave, hurlant de toutes mes forces. « Je suis là. » En bas. Cette fois, ils m'ont entendu. Des pas ont dévalé l'escalier, la porte a tremblé, puis s'est ouverte dans un craquement. La lumière m'a aveuglée, mais j'ai vu des silhouettes, des gendarmes, une femme, peut-être Marie. « Claire !» a crié une voix, et j'ai su que j'étais libre. Bonjour à tous. Je m'appelle Claire Morel, et si vous êtes encore là, à écouter la fin de cette histoire qui m'a brisée et m'a rendue entière, je vous remercie du fond de mon cœur. Ces mots que je partage sont les derniers pas d'un long voyage, d'une prison de pierre à une lumière que je croyais perdue à jamais. Si vous le voulez, mettez un petit j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et surtout, dites-moi en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos pensées, vos présences, sont comme des racines qui m'ancrent dans ce monde que j'ai retrouvé, me rappelant que je suis vivante, que je suis libre. Quand la porte de la cave s'est ouverte, la lumière m'a frappée comme un coup. Après tant d'années dans l'obscurité, elle était aveuglante, presque douloureuse. J'ai cligné des yeux, mes mains tremblantes encore attachées à la chaîne, et j'ai vu des silhouettes. Des gendarmes, leurs uniformes sombres, une femme aux cheveux grisonnants, peut-être ma sœur Marie. « Claire !» a crié une voix, pleine de larmes et d'incrédulité. J'ai voulu répondre, mais ma voix n'était qu'un souffle rauque, usé par des années de cris étouffés. Ils m'ont soulevée, mes jambes trop faibles pour tenir, et m'ont porté hors de la cave, hors de ma prison. L'air du dehors était une révélation. Il sentait la lavande, la terre chaude, la liberté. J'ai respiré, profondément, pour la première fois en 12 ans. C'était l'été 1984, et j'avais 37 ans. 12 envolés, enfermés par l'homme que j'avais aimé, que j'avais cru aimer. Mais en cet instant, je ne pensais qu'à une chose, Élise. Où est ma fille ? Ai-je murmuré, ma voix tremblante. Un gendarme m'a regardé, les yeux pleins de compassion. Elle est en sécurité. C'est elle qui nous a conduits à vous. Élise. Ma lumière. Elle avait 14 ans, une adolescente maintenant, mais toujours ma petite fille. Ils m'ont emmenée dans une pièce, une cuisine que je reconnaissais à peine, la nôtre, mais différente, usée par le temps. Et là, elle était, debout près de la fenêtre, ses boucles blondes plus longues, ses yeux pleins de larmes. « Maman » a-t-elle dit, et elle s'est jetée dans mes bras. Je l'ai serrée, la chaîne cliquetant encore à mon poignet, et j'ai pleuré, des larmes de joie, de douleur, d'amour. Elle était grande, mais elle était toujours mon Élise, celle qui m'avait gardée en vie avec ses dessins, ses murmures, son courage. Paul était là, menotté, entouré de gendarmes. Il ne me regardait pas. Ses yeux étaient baissés, son visage creux, comme s'il avait vieilli de 20 ans. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas de mots pour lui, pas de colère, pas de pardon. Il avait pris 12 ans de ma vie, mais il n'avait pas pris mon âme. Il n'avait pas pris Élise. Les gendarmes l'ont emmenée, et je n'ai plus jamais revu son visage. La femme qui m'avait cherchée était bien Marie, ma sœur. Elle m'a serrée dans ses bras, pleurant, s'excusant de ne pas avoir compris plus tôt. Elle m'a raconté comment Élise, à 14 ans, avait couru jusqu'à elle, un jour, avec un bout de papier, un de mes mots, griffonné dans la cave, où j'écrivais mon amour pour ma fille.
Élise avait gardé mes écrits, cachés sous son lit, jusqu'à ce qu'elle trouve le courage de parler. Marie avait douté des histoires de Paul, mais c'était Élise qui avait brisé le silence, Élise qui avait conduit les gendarmes à la cave. Les jours qui ont suivi étaient un tourbillon. Les médecins, les questions, les regards du village. J'étais une étrangère dans mon propre monde, une femme revenue d'entre les morts. Mon corps était faible, mes cheveux emmêlés, ma peau pâle comme la cendre, mais mon esprit était clair. J'avais survécu. Pour Élise. Pour moi. Les gendarmes m'ont dit que Paul serait jugé, qu'il passerait des années en prison. Mais cela ne me rendrait pas mes années perdues. Ce qui me rendait entière, c'était Élise, ses mains dans les miennes, ses rires qui remplissaient à nouveau ma vie. Nous avons quitté le village. Marie nous a accueillis chez elle, à Aix, dans une maison pleine de lumière. J'ai appris à vivre à nouveau, à marcher sans trembler, à manger sans rationner, à regarder le ciel sans grille pour l'encadrer. Élise et moi passions des heures à parler, à tisser des couronnes de lavande, à réaliser les promesses que je lui avais faites dans le noir. Elle m'a raconté sa vie, ses peurs, son courage. Elle m'a montré ses dessins, ce qu'elle faisait encore, toujours avec un soleil, une maison, une femme qui était moi. La guérison était lente. Les cauchemars venaient, la cave revenait dans mes rêves, mais Élise était là, et Marie, et le monde qui s'ouvrait à nouveau. J'ai repris des forces, appris à sourire, à chanter à voix haute. J'ai trouvé un travail, simple, dans une bibliothèque, entouré de livres qui me rappelaient que les histoires, même les plus sombres, peuvent avoir une fin lumineuse. Aujourd'hui, à 78 ans, je regarde en arrière et je vois une femme qui a survécu à l'impossible. Élise est une femme maintenant, avec ses propres enfants, et elle me rend visite souvent, toujours avec un sourire qui me rappelle pourquoi j'ai tenu bon. La cave est loin, mais elle vit en moi, non pas comme une prison, mais comme une preuve de ma force. J'ai été enchaînée, mais j'ai brisé mes chaînes. J'ai été oubliée, mais j'ai été retrouvée. Et tant que j'ai Élise, tant que j'ai la vie, je suis libre.